Bonjour. Bonjour Victoria. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc je m'appelle Victoria Klotz. J'ai 52 ans. Je suis artiste. Je vis dans les Hautes-Pyrénées depuis 8 ans. Juste auparavant, je vivais dans les Pyrénées centrales, dans le Comminges. Et je suis arrivée dans la région parce que je suis venue faire mes études d'art. En fait, je suis alsacienne, comme mon nom l'indique. Je suis née en Alsace, mais j'y ai très peu vécu. J'ai surtout grandi en Lorraine. Dans un premier temps, dans un contexte de petite ville, une petite sous-préfecture, un petit peu comme Bagnères de Bigorre, dans le département de la Meuse. Et puis dans un deuxième temps, dans un petit village d'une centaine d'habitants, sur les coteaux de la Meuse. Et puis, alors peut-être vous parler aussi de ma formation. J'ai le parcours académique des artistes d'aujourd'hui. J'ai fait une école d'art. Dans les années 90, quand j'ai fait mes études, on appelait encore ça les beaux-arts. Aujourd'hui, on appelle ça des écoles supérieures d'art. Donc j'ai fait cette école à Toulouse. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans le sud-ouest. Mais auparavant, j'ai aussi une formation technique de photographe. J'ai aussi une formation en socio-éducatif. J'ai un bac littéraire. Et en fait, après mon bac, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le socio-éducatif, précisément dans les zones urbaines sensibles. Voilà, j'ai travaillé pour des collectivités ou des associations. Je m'occupais de mettre en place des actions pour des publics enfance, jeunesse et jeunes adultes. Et puis, alors je pratique la photo depuis que je suis adolescente. Et puis, par hasard, voilà, en fait, je suis arrivée à Toulouse grâce à un poste d'animatrice en milieu ouvert, au Mirail. Et puis, par hasard, cette année-là, mon petit frère venait de terminer ses études et il avait passé le concours des Beaux-Arts et il arrivait à Toulouse pour faire les Beaux-Arts. Et je n'avais aucune connaissance de l'histoire de l'art et encore moins de l'art contemporain. Et par émulation, voilà, en rencontrant des étudiants de cette école d'art de Toulouse, j'ai eu une espèce de révélation où j'ai tout de suite su que c'était là ma place. Voilà. Et que j'allais trouver ma liberté dans cette pratique de l'art contemporain. Et donc j'ai démissionné de mon travail et j'ai commencé des études à 23-24 ans. Voilà, des études d'art qui sont des études un peu longues, qui durent 5 ans. Et je les ai faites, ces études, dans la certitude que je les faisais pour être artiste. Voilà. Et voilà. Et donc ça fait 23 ans que je suis artiste. Alors pour vous situer un petit peu,
Ma pratique, c'est une pratique mix média, c'est-à-dire que j'utilise des moyens techniques très variés. Je suis assez sujette à l'ennui, donc voilà, j'ai besoin d'utiliser beaucoup d'outils et de diversifier mes pratiques. Et puis voilà, je suis très curieuse sur voilà, toutes les technologies qui peuvent exister. Donc voilà, autant je peux produire de la photographie. J'ai eu une pratique de la vidéo qui a un petit peu disparu ces dernières années. La plupart de mes pièces relèvent de ce qu'on appelle de l'installation. Ça m'arrive aussi de faire des propositions de performance. Ça m'arrive aussi de faire des propositions d'événements, voilà, de proposer au public de vivre une situation. Ça m'arrive aussi de faire des lectures publiques de textes que j'écris. Et ça m'arrive aussi de faire de la création sonore. Voilà, j'aime beaucoup travailler le son. Voilà, donc vidéo, photo, voilà, l'image, le son. Et en termes d'installation, j'utilise tous les outils qui sont actuellement à nos dispositions. Des outils qui relèvent de la sculpture, de la construction, des techniques de menuiserie, de charpente, la soudure, le moulage. Voilà, enfin, il n'y a pas de limite. Les seuls outils que j'utilise très peu, j'ai oublié l'informatique, évidemment. Les seuls outils que j'utilise très peu, c'est le dessin et la peinture. J'ai eu une pratique de dessin au tout début de mon parcours, où j'ai beaucoup dessiné. Et puis le dessin, c'est comme la gymnastique, c'est quand on s'arrête, on perd. Mais il suffit de s'y remettre. Là, c'est un petit peu comme le vélo, voilà, il suffit de s'y remettre et ça revient assez rapidement. Voilà, donc ce que je fais aujourd'hui est dénommé c'est ce qu'on appelle les arts plastiques. Voilà. Donc voilà, il y a des tas de gens qui savent pas exactement ce que ça veut dire. J'avoue que le terme est assez interrogateur. Plastique, voilà, on s'imagine que ce sont des gens qui travaillent le plastique. En fait, les arts plastiques, plastique pour la dimension souple des matériaux. Voilà. Et puis on a mis dans les arts plastiques, on y a mis toutes les nouvelles pratiques contemporaines. Voilà, quelqu'un qui est peintre, par exemple, on va dire de lui qu'il est peintre. Quelqu'un qui ne fait que de la gravure, on va dire qu'il est graveur. Par contre, quelqu'un qui utilise des tas d'outils, comme moi, on va dire qu'il est plasticien. Donc, voilà, je suis artiste plasticienne. Quels sont les thèmes que tu abordes actuellement ou là, dernièrement, les thèmes que tu as abordés au travers de tes créations plastiques? Alors, je dirais pas que c'est dernièrement, c'est depuis toujours. En fait, je pense qu'on ne parle que d'une chose dans sa vie,
Et c'est déjà pas mal de parler d'une chose et d'en faire le tour et de l'interroger sous de multiples angles. Depuis le départ de mon travail, je parle du sauvage. Toute mon œuvre tourne autour de cette question du sauvage. C'est quoi le sauvage ? C'est quoi cet espace mental du sauvage ? C'est quoi un animal ? Interroger l'animalité et notre propre animalité aussi. C'est quoi un territoire sauvage aussi. Et évidemment, en parlant du sauvage, on parle aussi du domestique. On interroge le domestique. Parce que le domestique, c'est du sauvage qu'on a domestiqué. Donc le sauvage, c'est quelque chose qui se dérobe à nous. C'est quelque chose qui relève du désir. C'est quelque chose autour duquel on tourne ou après lequel on court, sans jamais réussir à le toucher. Et quand on arrive à l'approcher, ça n'est plus du sauvage. Voilà, donc tout mon travail tourne autour de ça. Pendant les premières années, en fait, ça tournait beaucoup autour de cette question, de cette tension entre nous et le sauvage. Et en fait, on voyait assez peu de choses dans mon travail. Le son était très présent. Je travaillais beaucoup la vidéo, mais avec des images où le sauvage se dérobait sans cesse. Quand on pensait y accéder ou quand on pensait voir quelque chose, à ce moment-là, je travaillais aussi beaucoup sur des dispositifs de regard, des dispositifs d'écoute, où j'amenais les gens dans des dispositifs construits dans l'espace pour les amener à regarder des paysages ou à regarder quelque chose qui relève du sauvage ou du domestique. Et puis il y a 10 ans, à peu près, ou peut-être un petit peu plus, les choses ont commencé à se formaliser davantage, à se figurer davantage. Voilà, mon travail a pris une tournure un peu plus figurative, et où là, on a commencé à voir des animaux. Et donc, j'ai commencé à représenter des animaux. Avec de temps en temps encore des expériences qui nous plongent plutôt dans le paysage, dans des propositions de rêverie, des propositions de voyage avec le sauvage. Peut-être que je peux vous emmener dans ma réserve pour vous montrer certaines choses. Là, ici, nous sommes au tiers-lieu de Bagnères de Bigorre, le TLB, où j'ai installé mon activité professionnelle, enfin une partie de mon activité professionnelle. J'ai ici une partie de ma réserve d'œuvres et aussi mon bureau de création. Donc je vais vous emmener dans ces deux espaces, et ce qui me permettra de vous parler, de vous faire voyager dans mon travail.
Alors là, nous entrons dans le bâtiment B du tiers-lieu, qui est le bâtiment qui est dédié aux activités artisanales et aux activités artistiques. Donc ce sont des ateliers. Voilà. C'est un espace où des gens travaillent et qui n'est pas un espace recevant du public. Voilà. Vous dire aussi, c'est peut-être important ça, que c'est la première fois que j'installe mon atelier dans un lieu collectif, autogéré. Les artistes, on a ce défaut d'être des animaux solitaires. Et souvent, on a notre atelier à domicile, ainsi que nos bureaux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est assez isolé et qu'on n'est pas dans des dynamiques collectives, ce qui est dommage. Voilà. Moi, pendant longtemps, j'ai absolument pas voulu être dans une dynamique collective. Voilà, je me sentais très bien toute seule. Je voulais mener ma barque comme j'avais envie de la mener. Et voilà, et j'avais pas envie de m'encombrer avec de la complexité de gestion collective. Et puis ça a changé, voilà, parce qu'on change. Voilà, donc là on est dans la halle des artistes et des artisans, où donc on a différents espaces qui sont occupés. Là j'ai une camarade qui est sculptrice sur pierre, qui travaille dans ce box. Derrière il y a des artisans derrière cette porte là qui se sont installés. Ici, on a une artiste anglaise qui s'est installée un petit espace de stockage et de travail. Je pense que votre caméra est déjà passée par là. Ici, voilà, on a le studio de l'association Frix Motion, qui fait donc du cinéma d'animation. Et ici, devant vous, c'est donc une réserve, voilà, une partie de mes œuvres, que j'ai installée ici par avantage pratique, c'est-à-dire qu'ici on est dans un bâtiment, une ancienne usine, et là dans ce bâtiment on est surélevé avec un quai de déchargement. Du coup, c'est très pratique pour moi parce que les semi-remorques peuvent se garer là et je charge directement à hauteur sans devoir faire trop de manutention ou de devoir louer des engins pour manipuler les œuvres. Voilà, donc c'est ma réserve. Bon, là, on a à peu près la moitié de ce qui existe. Je cherche un autre lieu pour... Plus grand ? Peut-être un second lieu, voilà, pour pouvoir stocker le reste. Oui, ce serait plutôt ça, oui, un second lieu. Donc là, vous avez, il y a des choses ici. Il y a aussi des choses en hauteur. J'essaye de pousser les murs un petit peu là pour faire rentrer un maximum de choses.
Alors là, tout ce que vous voyez, ce sont des fragments. C'est une réserve. Donc voilà, ce ne sont pas des œuvres qui sont présentées telles qu'elles sont présentées en situation d'exposition. Donc ce sont des éléments, des modules qui normalement ne fonctionnent pas ensemble. Voilà. Et que là j'ai stocké ici par praticité tout simplement. Mais ce qui est assez drôle, c'est que en fait, ces éléments se retrouvent dans la situation dans laquelle ils sont exposés en général, parce que j'ai pas mal d'installations pour l'espace public où j'essaye d'introduire des présences sauvages dans des espaces plutôt artificiels, plutôt urbains, plutôt très anthropisés. Et ces présences sauvages, donc, qui sont des sculptures, qui sont des représentations animales, sont souvent perchées sur des modules, sur des architectures en bois ou en métal, ou sur des mâts parfois. Pour plusieurs raisons, pour une question de sens, parce que du coup, ça place ces présences sauvages en situation de sentinelle. D'ailleurs, j'ai une œuvre qui s'appelle Sentinelle, Sentinelle de notre monde. Donc, il y a une espèce de retournement du regard, c'est-à-dire que ce sont les animaux qui nous regardent, alors qu'on a plutôt l'habitude de regarder les animaux. Et alors ça, c'est pour le sens, c'est aussi une histoire d'esthétique, et c'est aussi une histoire de gestion du risque. C'est-à-dire que mettre des œuvres dans l'espace public, on est soumis au risque du vandalisme, de la dégradation des œuvres, et les positionner en hauteur, ça les met en situation de sécurité de manière évidente. Bon, ce qui n'exclut pas tous les risques, parce qu'on a toujours des petits malins qui ont envie d'accéder aux œuvres, de les toucher, d'y grimper, de se prendre en photo, et notamment avec les figures animales. Particulièrement. Ça déclenche, et d'autant plus quand elles sont hyper réalistes. Là, vous voyez, il y a des factures différentes, il y a des pièces qui sont plutôt schématiques et d'autres qui sont plutôt hyper réalistes. Et dans le cadre des animaux, de ces sculptures hyper réalistes, il y a une attraction. Il y a une force d'attraction qui est assez importante, et là on voit de tout. Par exemple, ce phoque qui est derrière vous, qui fait partie d'une série qui s'appelle Les Hôtes du Logis, qui est une série de 12 animaux, des animaux commensaux, des animaux... Alors là, il est en mauvais état. Il est en mauvais état parce qu'il a été dégradé par des jeunes gens qui se sont allongés sur lui et qui se sont amusés à se prendre en photo allongés sur le phoque. Tout ça perché à 3 mètres de haut. Voilà. Il y a du vol aussi, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et puis des actes parfois, des actes de braconnage, quoi, vraiment, des actes de prédation. Par exemple, j'ai un rhinocéros. Là, il n'y a pas les plus grosses pièces. Dans les plus grosses pièces, j'ai un élan du Canada. J'ai un rhinocéros qui fait quasiment 4 mètres de long. Un rhinocéros couché, un rhinocéros endormi. C'est une pièce qui s'appelle L'Endormi. Il est très très réaliste.
À 20 mètres, vous pensez vraiment qu'il s'agit d'un vrai animal. Et ce rhinocéros, sa corne a été coupée de multiples fois. Voilà. Et parfois emportée, ou parfois déposée à côté de la sculpture. Voilà. Il y a un peu le même problème au Buffalo-Grill, semble-t-il. Ah ouais, ouais. Voilà, donc là on s'aperçoit que on a une relation à l'animal qui est trouble, voilà, notamment chez certains. Mais pourquoi, d'après toi? Qu'est-ce qui gêne dans la figure de l'animal? L'animal nous renvoie à notre propre animalité. Et notre propre animalité, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appréhender, à saisir. L'animalité, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais c'est comme si on n'y avait plus accès. Voilà, c'est en nous, mais on a du mal à le comprendre, on a du mal à vivre avec. Et donc, je pense que chez certains, l'animalité, c'est quelque chose qu'il faut dominer. Et donc, ça passe par des gestes de domination, d'exploitation. Voilà, c'est tout. C'est des questions de société. Là, on a un ours polaire. Ça, c'est une pièce qui fait partie de la même série, Les Hôtes du Logis. Ce sont, donc je disais tout à l'heure, 12 animaux qui sont perchés sur des chaises géantes et des tables géantes. Et ces chaises et ces tables sont disposées dans l'espace public. Ça, c'est une installation qui m'est souvent demandée par des collectivités qui veulent installer une œuvre dans des espaces urbains, souvent dans des squares ou dans des jardins publics, parfois dans des zones de passage, des ronds-points. Voilà. C'est un grand classique d'installer des œuvres sur les ronds-points. Ou sur des voies vertes, le long d'axes routiers, par exemple. Et là, c'est quelle technique? Là, tu travailles comment là-dessus? Comment tu fais? Alors, moi, je travaille en équipe. Je ne travaille pas toute seule, parce que je produis beaucoup. Et voilà, et sur des projets qui ont des dimensions assez importantes. Et donc, je m'entoure de techniciens ou d'artisans ou d'autres artistes à qui je délègue une partie du travail. Voilà. Moi-même, j'ai été assistante d'artiste quand j'étais jeune, dans les premières années de mon parcours. Et j'ai fabriqué des œuvres pour d'autres artistes. Voilà, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Voilà, on apprend, on fait ses armes en travaillant pour d'autres. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup faire travailler d'autres gens. Je m'entoure énormément de stagiaires, de jeunes gens qui sont en école d'art, qui suivent des études en école d'art, parce que j'aime transmettre. J'ai choisi de ne pas être prof en école d'art. En France, il y a énormément d'artistes qui sont profs, tout simplement pour des raisons de stabilité, de sécurité financière. Moi, j'ai toujours refusé de faire ça.
Parce que j'ai toujours voulu mettre la priorité sur mon travail et voilà, que je ne voulais pas être assignée à résidence dans un travail salarié. Par contre, comme j'aime transmettre, régulièrement, j'interviens en école d'art en tant qu'artiste invité. Je travaille avec des groupes ou avec des étudiants dans le cadre de workshops sur des projets. Voilà, c'est très ponctuel, hein, c'est quelques jours dans l'année, quoi. Voilà, mais j'aime assez faire ça. Je fais de la transmission aussi au niveau de la professionnalisation. J'aime bien partager les connaissances que j'ai accumulées au niveau de la gestion de mon activité. Voilà, ce que ça peut être de gérer une activité économique comme celle-ci. Et donc voilà, donc c'était pour dire que je me suis un peu perdue, que je prenais des stagiaires. Ta question, c'était ? C'était comment tu fabriques. Oui, voilà. Donc je fabrique avec d'autres gens, avec des étudiants, avec des artisans qui ont des compétences particulières, parce que j'ai pas toutes les compétences. J'en ai pas mal. J'ai pas mal de cordes à mon arc, mais parfois sur une pièce où j'ai besoin de faire de la mécanique, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne suis pas mécanicienne, donc voilà, donc je n'ai pas forcément le temps d'apprendre la mécanique, donc à ce moment-là, voilà, je trouve un collaborateur mécanicien. Et là, en particulier sur ces pièces-là, je travaille avec quelqu'un qui est... comment dire alors, c'est quelqu'un qui a grandi dans une ferme et qui connaît très bien l'anatomie animale. On a des points communs, parce que moi aussi, j'ai grandi dans une ferme. C'est quelqu'un qui connaît très bien les animaux sauvages parce qu'il chasse à l'arc. Hein, ça nous fait un autre point commun, puisque je chasse à l'arc aussi. Et que j'ai une longue pratique de l'observation des animaux sauvages dans leur milieu. Et donc cette personne qui habite dans les Pyrénées orientales réalise sur mes indications ses œuvres, ces objets. Pour vous dire exactement, c'est de la mousse polyéthylène. C'est une mousse qui est utilisée dans l'industrie. C'est pas du tout une mousse une matière qui normalement est utilisée en sculpture. Voilà, on a mis au point une technique qui relève de la sculpture et de la peinture aussi, puisqu'on est sur des effets hyper réalistes où on essaye de reproduire les salissures, par exemple, sur les pattes de l'ours, de reproduire, par exemple, un effet de terre quand un animal s'est roulé dans la terre. Là, derrière vous, il y a un bon exemple de travail, du travail que je fais de reproduction illusionniste d'un animal. Alors, en même temps, c'est de l'invention, hein, parce que là, on est face à une créature qui relève un peu de mon imaginaire. Donc on est face à un jeune cerf, un jeune adulte, un cerf de plus d'1 an, qui a donc juste deux pointes qui sont assez particulièrement développées. En réalité, elles ne sont jamais aussi grandes, voilà, avec cette forme de lyre un petit peu.
Et c'est une sculpture qui est... Ah oui, autre détail important, il s'agit d'un cerf qui est albinos. On a une tache blanche sur le front de l'animal, qui est la marque d'un certain type d'albinisme. Alors, on peut avoir des cerfs entièrement blancs ou des cerfs qui ont des taches. Voilà. Et ce type-là d'albinisme, avec cette tache sur le front, on appelle ça Bless Wild, le sauvage béni. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le titre de la pièce. Et autre détail très, très réaliste, mais que vous ne pouvez pas voir là précisément, c'est que cette sculpture est une sculpture miraculeuse, c'est-à-dire que lorsqu'elle est en situation d'exposition, elle pleure. Donc on a une larme qui coule, voilà, du larmier de l'animal. Le cerf ne pleure pas de l'œil, mais en fait, il a un larmier, ici, une glande, qui sécrète une substance qui lui permet de marquer son territoire, une substance odorante. Voilà. Et donc j'ai reproduit cet effet avec une pompe en fait qui est à l'intérieur de l'abdomen de la sculpture, avec un tuyau qui remonte vers le larmier. Et en situation d'exposition, on a une larme qui coule toutes les minutes. Voilà, donc, et tout l'intérêt, voilà, c'est d'être attentif et d'assister au spectacle de la larme qui tombe. Donc en fin de journée, en situation d'exposition, on a une petite flaque ici, là, de 40 cm, qui se résorbe pendant la nuit, et puis voilà, ça marche en boucle. Et là, derrière, nous avons quoi ? Alors derrière, ça, ce sont des modules qui sont exactement des nichoirs pour les cannes Colvert. Les cannes, à l'état sauvage, aiment particulièrement pondre, nicher dans des espaces plutôt en hauteur pour être à l'abri des prédateurs. Et voilà. Et là, c'est la forme, 35 cm, c'est le diamètre idéal par rapport à la taille d'une canne. Voilà, c'est le nid idéal pour un canard. Et tous ces nichoirs me permettent d'écrire dans le paysage des messages que j'ai envie d'envoyer à la société. Quel message ? Alors, par exemple, le premier message que j'ai écrit, c'était pour le parc de Visil à Grenoble, là où est installé le musée de la Révolution française. Et le premier message que j'ai écrit, c'était « bien commun ». Voilà, se rappeler qu'il y a des biens communs et qu'il faut en prendre soin. Et que peut-être les animaux font partie de ce bien commun. Et donc, ces nichoirs sont installés sur des portiques qui sont stockés là, derrière. Et chaque nichoir est un point d'une lettre. Voilà. Donc, ce qui me permet d'écrire dans le paysage. Voilà. De composer des lettres et des mots. Donc, ce sont des pièces qui sont assez visibles. Hein, selon la longueur des mots et de la phrase, voilà, ça peut faire 20 mètres, 30 mètres de long. Et
Et voilà, et c'est un petit peu, c'est surélevé par rapport au sol, c'est surélevé de la hauteur idéale pour que les canards puissent venir y nicher. Hein. Donc ce sont des sculptures praticables pour les animaux. Donc c'est quelque chose qui à la fois s'adresse au public humain, et qui à la fois s'adresse aux populations animales. Alors j'ai écrit bien commun, et puis une autre fois, j'ai fait une proposition, ça c'était dans l'Armagnac, dans le Gers. J'ai fait une proposition avec 2 mots, qui étaient le cru et le cuit. Voilà, dans notre civilisation, voilà, il y a le domaine du cru et le domaine du cuit. Et puis une autre fois, là c'était assez proche d'ici, c'était pour l'abbaye de l'Escaladieu, dans les Hautes-Pyrénées. Et là, c'était dans une exposition collective qui s'appelait Merveilleux Vivant. C'était l'été dernier. Et là, j'avais écrit Envie. Envie, en 2 mots? En 2 mots. Mais on peut l'entendre en un mot. Là, ce que vous venez de voir, cette affiche-là, c'est une œuvre que j'ai exposée plusieurs fois, qui date déjà. J'ai pas tellement la mémoire des dates, et c'est celle qu'on voit là sous la bâche, celle qui est stockée ici. Quel est son titre ? J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est un chimpanzé qui est assis sur un amas de casques de chantier. Voilà, c'est une pièce, c'est plutôt une pièce d'intérieur, c'est pas une pièce que je montre en extérieur. Et c'est une pièce qui parle de notre nature industrieuse. Voilà. Ce chimpanzé, il est assis, mais il est pensif. Il est dans la situation du penseur de Rodin. Voilà, donc il songe. Voilà, sur ces casques de chantier font, voilà, comme si ils étaient mis au rebut. Et voilà, c'est notre part animale qui s'interroge sur notre désir d'industrie, nos pulsions extractivistes. Il y a un élément dont je n'ai pas parlé, là, ici, là, est stocké une architecture. Il y a d'autres éléments en métal qui sont derrière. C'est une architecture circulaire. C'est une chambre sonore. Ça s'appelle Go-Go Garden. Et c'est une chambre dans laquelle le public est invité à entrer et dans laquelle sont disposées des plantes. Et ces plantes s'appellent exactement Desmodium gyrens. Ce sont des plantes de forêt qui viennent d'Indonésie. Et comme toutes les plantes, elles sont sensibles aux fréquences sonores. Mais celles-ci, elles réagissent particulièrement, enfin visiblement, aux fréquences sonores. Quand on leur met de la musique, elles se mettent à bouger. Les feuilles se mettent à avoir des mouvements, elles se replient sur elles-mêmes et elles s'ouvrent. Elles font ça. Et donc, c'est une proposition d'expérience interactive où les gens rentrent dans cet espace qui ressemble à un espace de discothèque
C'est un espace tout moquetté avec de la moquette pailletée, une moquette noire pailletée. Et à l'intérieur, on voit une plateforme, comme une plateforme de go-go dancer. Voilà. Et sur cette plateforme, il y a des plantes et il y a un bouton poussoir. Et les gens, en appuyant sur ce bouton, déclenchent un morceau de musique issu d'une playlist que j'ai composée. Et voilà, et assiste ensuite assiste à la danse des plantes. Ce que je peux dire aussi, c'est que comme ces œuvres, tous ces éléments qui participent d'installation, comme ce sont des modules, et je peux m'amuser à les assembler et les désassembler. C'est-à-dire que je recompose, ça m'arrive de recomposer des œuvres différentes. Par exemple, cet ours polaire qui appartient à cette grande installation qui s'appelle les Hôtes du Logis. Là, dernièrement, à Figeac, dans le Lot, on m'avait passé commande d'une œuvre pour l'espace public, une création originale. Et cet ours est venu prendre sa place à l'intérieur de cette œuvre, qui, pour le reste, était nouvelle. Il s'agissait d'un grand container, une grande caisse en bois, et des caisses de transport, comme on en voit sur des transports de marchandises, de grosses marchandises. C'est un volume qui faisait 4 mètres de long par 3 mètres de haut à peu près, et 3 mètres de large. Et sur cette caisse en bois étaient disposés les objets qui étaient censés être sortis de cette caisse, dont un ours polaire, une hélice d'avion, un petit bimoteur ancien, une vieille hélice en bois, un gros pneu de tracteur, et une série de lances qu'on peut voir ici, là, qui sont au-dessus de ma tête. Une série de lances de guerre qui ont la particularité d'être peintes avec une peinture thermochromique. C'est-à-dire que la peinture réagit à la température ambiante et change de couleur. Et donc, on avait, les lames des lances étaient noires, et lorsqu'il faisait très chaud, j'avais choisi un seuil assez haut. Je crois que lorsqu'on dépassait 40 ou 45 degrés, je ne sais plus, quand on entrait vraiment en condition de canicule, les lances devenaient jaunes. J'ai une sympathie particulière pour la couleur jaune, qui est une couleur qui est plutôt mal aimée, qui est assez peu utilisée d'ailleurs, pour des raisons de symbolique essentiellement. Et c'est une couleur intéressante parce qu'elle est super lumineuse. Là, on a un avion aussi qui est suspendu au plafond. Le squelette d'un avion en bambou. Ça fait partie. Ça date d'il n'y a pas très longtemps, cet avion. Et je crois que c'est une fabrication qui marque un tournant, un petit peu, dans ma manière de travailler. Moi, je suis plutôt... Bon, je sais pas si ça se voit là, parce que
Bon, voilà, faudrait voir un peu voilà, les propositions que je fais en général en situation d'exposition sont des propositions qui sont plutôt dans le bienfait. Et voilà, j'ai toujours eu un souci voilà, de développer une technicité assez haute et le souci des finitions, de la finition. Et aussi, je travaille mes œuvres dans une dynamique de projet. C'est-à-dire que je ne porte pas de jugement de valeur, hein. Il y a différentes manières de construire une œuvre selon le tempérament qu'on a. Moi, je suis plutôt une cérébrale et je construis une œuvre en la projetant. C'est-à-dire que je la dessine d'abord, enfin je la pense, je l'écris. Hein, en fait, je l'écris, je la dessine. Et ensuite je la budgétise, j'évalue les problématiques techniques, je résous les problèmes, et une fois que j'ai fait tout ça, je la fabrique. Voilà. Il y a des artistes qui ne fonctionnent pas comme ça, qui travaillent de manière plus empirique, qui construisent leur œuvre en faisant. Voilà. Voilà, moi je suis plutôt dans cette dynamique-là de projet. Mais ça commence à bouger, parce que ça fait 23 ans que je fais ça. Et dernièrement, depuis 2 ans, je commence à utiliser des méthodes un peu plus instinctives et à entrer dans ce qu'on pourrait appeler la bricologie, quoi. Voilà. Je me permets parfois de construire quelque chose sans l'avoir projeté. Voilà. Voilà, ça c'est assez nouveau et c'est très agréable d'ailleurs. Sauf que c'est toujours quand même dans une dynamique de projet, parce que voilà, je décide, il y a des moments où je décide que ça va se passer comme ça. Voilà, et cet avion, c'est la première pièce comme ça. Je pense que je pourrais y revenir un petit peu plus tard sur l'affaire de l'avion. Peut-être que je peux vous emmener là où ça se passe, c'est-à-dire dans mon bureau de création. Parce que les choses ne se passent pas tellement en atelier, en fait. Enfin, en atelier, ça se passe quand le projet il est défini, et puis là, voilà, c'est la course en général. On se dit que voilà, on a 3 semaines pour construire quelque chose, ou 2 mois, mais en fait, une grande partie de mon travail se passe au bureau. C'est là où les projets s'imaginent et se construisent. Alors là, bien sûr, dans la réserve, vous ne pouvez voir que des œuvres qui relèvent de l'installation. Là, c'est plutôt les morceaux d'œuvres qui composent des installations monumentales dans l'espace public. Mais il m'arrive aussi de réaliser des petites œuvres pour des expositions plutôt muséales ou
voilà, ou dans des espaces intérieurs et qui sont stockés ailleurs. Voilà, donc là on entre dans mon bureau. Je m'y suis installée récemment, ça fait seulement quelques... Je crois que je me suis installée ici. Là on est en octobre je crois, je me suis installée ici en octobre. Ouais. Voilà, donc c'est voilà, un bureau avec des outils informatiques, avec ma bibliothèque de travail. Ça, ce sont les livres essentiels qui me servent dans mon travail d'artiste. Donc il y a un rayon... Là, il y a un rayon plutôt encyclopédique. Là, il y a un rayon animalité. Hein. En dessous, on a un rayon plutôt politique. Et ici, on a un rayon plutôt ethno. Hein. Tout ce qui concerne le chamanisme, la violence et le sacré, notre rapport au rêve, notre rapport à la chasse, notre rapport à la pêche, certaines mythologies, voire certaines religions, comme le culte du cargo. Tu peux nous sortir un livre que tu aimes beaucoup ? Oui. Ça va être compliqué là. Parce que, en gros, c'est la bibliothèque de tous mes livres préférés. Donc là, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Ouais, là, en bas, là, tu es sur le rayon plutôt régional, pyrénéen, et permaculture, transition. Un livre que j'aime beaucoup. Allez, il faut que j'en choisisse un. C'est dur parfois. Eh oui. Est-ce que tu as... Je vais mettre mes lunettes. Est-ce que tu as un livre qui parle un peu de comment on est, comment on vit artiste, comment on travaille, dans quelles conditions ?
Ça, non. Non? Non, non. Dans cette bibliothèque, non, non, non. Non, ça je l'ai en tête. Non, je ne l'ai pas dans les livres. Voilà, ça c'est plutôt, ça relève de mon expérience. Attends, j'avais une idée quand même. Si je devais en choisir un, ça serait Aldo Leopold. Aldo Leopold, c'est un des pionniers de l'écologie américaine. C'était un ingénieur forestier. Un ingénieur forestier. Et voilà, et ça c'est le grand classique, c'est son recueil de textes le plus connu, un almanach d'un comté des sables. Ce sont des courts textes où il décrit, ce sont des textes très sensibles, où il décrit les écosystèmes dans lesquels, enfin, qu'il connaît et dans lesquels il vit. Et c'est un mélange de connaissances naturalistes, de sensibilité au vivant, et aussi de considération de gestionnaire. Alors, c'était quelqu'un dont c'était le travail de gérer des écosystèmes. Et voilà, donc c'est le livre que je recommanderais, je trouve qu'il fait bien le pont entre une approche artistique, sensible, et une démarche naturaliste. Le choix de Victoria. Alors là aussi, ça, c'est les images que tu es en train de filmer, là. Ce sont des images qui font un pont aussi entre l'art et des problématiques sociales. Voilà, les artistes s'engagent parfois. Assez peu, trop peu à mon goût. Mais bon, quand même, dans l'histoire, on a quand même des tas d'exemples de mouvements artistiques ou même d'artistes qui se sont engagés pour certaines causes, certaines luttes sociales. Actuellement, c'est pas tellement le cas. En tout cas, en ce qui concerne les artistes-auteurs, on peut dire, moi j'observe qu'ils sont plutôt désengagés. Ce qu'on remarque, c'est que les artistes du spectacle s'engagent de manière visible, mais ils s'engagent beaucoup pour défendre leurs droits, pour défendre leurs acquis sociaux. Un peu moins pour défendre d'autres causes qui ne les concernent pas. Donc on a là quelques exemples d'affiches historiques d'artistes qui se sont engagés, et puis des choses récentes aussi. Notamment, là, il y a pas mal d'images qui sont issues d'un collectif qui s'appelle Forme des luttes. Et ce sont des artistes-auteurs qui créent des visuels engagés sur les problématiques actuelles.
Quelles sont les problématiques actuelles? Toi-même, quelle est ton expérience là depuis un an, un peu plus d'un an? Comment vit-on en tant qu'artiste plasticien depuis un an? Tu veux parler du Covid? Ça n'a pas changé grand-chose, le Covid. Bon, on était déjà, les artistes-auteurs. Donc, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que pour les gens qui ne savent pas exactement, dans les artistes, il y a les artistes du spectacle qui, eux, sont sous le statut de l'intermittence. C'est un certain régime social et ces gens-là sont protégés. Ils ont une assurance chômage. Voilà. Et ils font bien de défendre cet acquis qui est attaqué régulièrement. Mais il y a des tas d'autres artistes qui ne sont pas dans le spectacle, qu'on appelle les artistes-auteurs. C'est une autre caisse de régime social qui est adossée au régime général de la sécurité sociale. Et ça représente 270 000 personnes en France, les artistes-auteurs. À l'intérieur, on a les photographes d'art, les vidéastes, les graphistes, les plasticiens, les peintres, les gars qui font des caricatures devant Beaubourg, ceux qui font des aquarelles sur le port de Collioure. On a les gens qui font qui ont des activités de métier d'art, mais qui font des pièces uniques, en céramique par exemple. Voilà. On a aussi les écrivains, les auteurs d'œuvres dramatiques, tout ce qui relève de la propriété intellectuelle. Voilà, c'est ça qui nous différencie des intermittents du spectacle, c'est que nous, les artistes-auteurs, nous sommes des propriétaires. Nous sommes des propriétaires d'œuvres et nous vivons de la vente de ces œuvres ou de la vente de cessions de droits. Par exemple, l'autorisation d'utiliser des droits d'utilisation, par exemple, pour reproduire une œuvre, des droits de présentation. Moi, je gagne essentiellement ma vie en percevant des droits de présentation. C'est-à-dire que, c'est un choix. Hein. Moi, je ne vends pas mes œuvres. Je les donne à voir dans le cadre de contrats où je fais payer des droits de présentation pour mes expositions. Ça m'arrive aussi de travailler sur de la vente dans le cadre de commandes publiques. Et moi, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas travailler avec le privé. C'est quelque chose que je n'ai pas formulé très précisément en début de parcours, en début de carrière, mais qui est clair pour moi aujourd'hui. Moi, je considère que les œuvres doivent être accessibles au plus grand nombre. Et l'idée qu'une de mes œuvres soit achetée, ça m'est arrivé de vendre des œuvres à des collectionneurs, mais qu'une de mes œuvres soit achetée par un collectionneur et termine sur le mur d'un salon, juste pour le plaisir de son propriétaire et de son cercle restreint, de son cercle social, ça ne me plaît pas. Bon, je comprends que ça plaise à certains artistes, mais
Voilà, j'ai eu quelques expériences avec des galeries aussi, donc voilà, on peut travailler comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des marchands d'art, hein, il y a des gens dont c'est le métier de vendre des œuvres d'art, et donc les artistes mettent entre leurs mains leur œuvre et sont rémunérés à hauteur de 50% sur la vente de l'œuvre. Et voilà, et ces œuvres sont dans les réserves de la galerie, et puis ensuite elles partent dans des collections. Les artistes ne rencontrent même pas les collectionneurs qui achètent ces œuvres. Bon, voilà, je sais pas. Bon, oui, ça peut. Je vois l'intérêt que ça peut avoir, mais voilà, personnellement, politiquement, c'est pas ma tasse de thé. Tu fonctionnes avec l'argent public. Ouais, voilà. Et je dirais même que je considère que je suis un service public. Je fais partie du service public. Ouais, 90% de mon économie repose sur de l'argent public. Et puis, moi, je travaille aussi un petit peu avec le milieu associatif. Mais voilà, mes commanditaires sont essentiellement des communes, des villes assez importantes ou des villes moyennes, parfois même des villages. On peut être un village et avoir une politique culturelle ambitieuse. Comme à Bagnères. Comme à Arras-en-Lavedan, par exemple, pour prendre un exemple local. Voilà, petit village haut pyrénéen, Arras-en-Lavedan a mis en place, il y a quelques années, une série de commandes à des artistes, une série de plus d'une dizaine de commandes d'œuvres qui sont exposées de manière pérenne dans le village. Et voilà, et qui sont mis à disposition, qui sont mis sous le regard de tous. Cela a apporté quelque chose au village ? Ah bah oui, certainement, oui. Il faut voir la dynamique que ça a créée. Bien sûr, d'un point de vue touristique, c'est un appel d'offres, c'est une offre, quoi. Les gens s'arrêtent pour déambuler dans le village, il y a un parcours. Les gens du coin aussi, le dimanche, ils accueillent leur famille et puis ils vont se balader, ils vont faire le sentier artistique. Et puis à côté de ça, il y a une librairie aussi, le Cairn, voilà, qui s'est mise en place, et des tas d'autres projets voilà, que le maire de cette commune a, au départ, on peut dire qu'il a osé. C'est-à-dire qu'au départ, il a rencontré pas mal de résistance dans l'opinion publique de son village. Et puis, voilà, et au final, quelques années après, tout le monde s'est aperçu que ça a créé une dynamique incroyable, une dynamique économique, tout simplement. Et je crois que maintenant, les habitants d'Arras-en-Lavedan sont plutôt très contents, très satisfaits, et d'ailleurs le maire a été réélu. Voilà. Et j'ai travaillé là-bas, on m'a passé comme la commande de la création du jardin public, voilà, un jardin œuvre, et aussi j'ai travaillé avec eux. J'ai encadré et programmé une résidence artistique. Et j'ai fait venir une artiste américaine dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Susan Husky. Et voilà, et donc la commune a souhaité accueillir une artiste en résidence pendant 2 mois, c'était pendant l'été, et elle a conçu une œuvre pendant cette résidence
qui appartient au village, qui appartient à la commune. Et qui parfois est emprunté par l'artiste pour des expositions dans des centres d'art ou des musées en France, et qui revient ensuite au village. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Moi, je travaille avec des communes, je travaille aussi avec des intercommunalités. Il y a pas mal d'intercommunalités en France qui ont pris la compétence culture. Je travaille aussi avec des départements, beaucoup. Il y a des départements qui ont développé des politiques culturelles très importantes, notamment à partir de leur patrimoine. Par exemple, le département du Finistère est propriétaire de châteaux, d'abbayes. Et dans ce patrimoine, ils ont installé des centres d'art contemporain, des lieux d'exposition, où ils diffusent de la création contemporaine. Et c'est pas forcément lié aux étiquettes politiques. J'ai travaillé pour des départements dirigés par la droite, par la gauche. Front National, non. J'ai jamais rencontré ça. Bon, il n'y a pas de département au Front National. Voilà. Et puis les régions aussi. Les régions partagent la compétence culturelle avec l'État et les autres collectivités. Donc ça m'arrive souvent de travailler pour les régions. Et puis aussi directement pour des ministères. J'ai travaillé avec le ministère de l'Agriculture pour une commande publique pour un bâtiment du ministère de l'Agriculture. J'ai travaillé avec ce ministère aussi sur des résidences dans des lycées agricoles. Ils ont une politique culturelle vachement intéressante dans les lycées agricoles. Voilà, le ministère de la Culture, évidemment. Et parfois, ça m'arrive de travailler dans des communes où c'est pas le service culture qui me contacte et avec lequel je travaille. Parfois, c'est le service espace vert. En fait, mes commanditaires sont des collectivités qui ont le souci de questionner le rapport nature-culture et de la place de la nature en ville, voire de la place des animaux en ville. Et par exemple, j'ai bossé avec la ville de Metz, où le service culture n'est pas très développé. Par contre, le service espace vert est très fort. Il y a énormément de moyens, énormément d'agents. Et ils ont une politique culturelle. Metz est une ville assez verte. Et voilà, dans les jardins, il y a des tas d'événements, de manifestations. Ils invitent des artistes à montrer des œuvres. Ils font des appels à projets. Voilà. Donc comme quoi, les choses peuvent ne pas être si cloisonnées que ça. Et pour répondre à ta question sur comment ça se passe depuis le Covid, c'était déjà difficile avant. C'est-à-dire qu'on a un statut qui n'est pas bien ficelé. C'est-à-dire, il est comment le statut là, actuellement ? Ce qui nous manque principalement, c'est cette protection chômage qui nous empêche d'être protégés quand on n'est pas en situation de production. Voilà. Donc, dans les périodes de création, les périodes où on monte des projets, on imagine des choses, là on est sans filet, quoi. Voilà. Donc en fait, un artiste qui ne vend rien n'a rien. Non. Il
n'y a pas de protection chômage. Mais tout simplement parce que nous ne sommes pas considérés comme des salariés. C'est-à-dire que les intermittents du spectacle sont des salariés, ils touchent des cachets, et donc ils ont une protection chômage, comme les salariés. Nous ne sommes pas des salariés, nous sommes des propriétaires. Et donc nous n'avons pas acquis ce droit. Alors ça, c'est l'histoire qui a fait ça. Il faudrait le déconstruire et le reconstruire autrement. C'est un gros travail. Donc quand on... Enfin, c'est pas seulement une histoire de vente, c'est que voilà, quand on n'est pas en contrat, quand on n'est pas... on n'a pas de relation contractualisée, soit pour vendre quelque chose, soit pour faire une conférence et se faire payer, soit pour organiser un événement, ou vendre des droits d'image. Bon, voilà, il y a des tas de manières de générer de l'argent. Mais voilà, quand il n'y a pas ça, il n'y a rien. Bon, après, c'est un peu le lot de n'importe quelle entreprise qui, lorsqu'elle n'a pas de commande, il n'y a pas de sous qui rentrent. Voilà. Et voilà, nous sommes nos propres patrons. Donc voilà, quand il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'entreprise, voilà, on ne peut pas... Alors, le problème, c'est peut-être qu'on est très mal protégé. En fait, il y a un problème de protection du travailleur. Ouais, parce que nous sommes des travailleurs. On est à la fois des travailleurs intellectuels et à la fois des travailleurs manuels. Et en ce sens, oui, on pourrait imaginer un statut similaire à l'intermittence. Oui, tout à fait. On pourrait imaginer ça. Ça a déjà été proposé, il me semble, même. Ça n'a jamais été. Je ne crois pas que ça ait fait l'objet d'une proposition de loi. Je ne crois pas. Mais disons qu'il y a des partis politiques qui réfléchissent à ça, qui ont des pistes de réflexion. Il y a des exemples ailleurs, en Belgique par exemple. Les artistes-auteurs ont un droit au chômage. Donc voilà, ça peut se faire. Est-ce qu'ils ont une retraite ? Oui. Alors, on cotise à la retraite. Les artistes-auteurs cotisent à la retraite. Il me semble que ça soit compliqué quand même d'attribuer une retraite aux artistes. Pour certains, en tous les cas, pour la part AGESA. Oui, alors ça concerne les photographes en particulier parce qu'en fait, c'est très compliqué, c'est très complexe l'organisation du régime social des auteurs. Il y a deux caisses différentes. Les plasticiens sont à la Maison des artistes et les autres, les écrivains, les photographes, les graphistes, sont à l'AGESA. Et l'AGESA, alors je ne connais pas très bien le dossier parce que ça me concerne moins, mais l'AGESA a été une caisse qui a été très mal gérée. Et on s'est aperçu, là, dernièrement, que certains appels à cotisation n'avaient pas été faits par l'AGESA depuis une vingtaine d'années, je crois. Voire 40. Voilà, 40 ans. Voilà. Et que certains artistes pensaient avoir cotisé à la retraite alors qu'ils n'avaient pas cotisé. Ce qui est surprise. Oui, surprise, ouais. Énorme. Et pourtant, on n'en a pas trop parlé de ça. Il faut dire que quand le directeur de l'AGESA en a parlé, le Covid est apparu et puis on n'en a plus parlé. Ouais. Bah, c'est un scandale. Vraiment, ça c'est... Bah, évidemment, pour le gouvernement, c'est un truc à mettre sous le tapis parce que c'est un scandale incroyable. Et ouais, cette crise du Covid tombe à pic par rapport à ça. Et pour nous, pour les artistes qui sont affiliés à la Maison des artistes, au niveau retraite, on est plutôt avantagé.
on cotise à la retraite au taux de cotisation du régime général. Et dans la manière dont c'est calculé, c'est plutôt avantageux pour nous. Donc, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, notre statut n'est pas très protecteur. Beaucoup d'artistes sont dans une grande précarité parce que nous avons des revenus aléatoires avec des paiements qui sont très différés. Voilà, on peut travailler sur un projet, le vendre ou vendre des droits et être payé 6 mois, 1 an après. Et c'est ce qui est un petit peu arrivé là pour les artistes pendant le Covid. C'est-à-dire qu'ils ont touché en 2020 les sommes pour des travaux qu'ils avaient réalisés en 2019 et donc ils n'ont pas accédé au fonds d'aide des entreprises à cause de ce paiement différé. Voilà, les gouvernements, tous les gouvernements ont été très embêtés. Ils ne savent pas quoi faire de nous. C'est un statut qui a été mal ficelé dès le départ et voilà, qu'il faudrait refonder entièrement. Et il y a un rapport qui a été réalisé, là, le rapport Racine, qui a été commandé par le gouvernement, qui préconisait un certain nombre de choses et qui a été, comme beaucoup de rapports, rangé au fond d'un tiroir. Et voilà, et on n'en parle plus. Donc je dirais que ouais, le Covid, c'était déjà la merde avant et maintenant ça l'est encore un petit peu plus. On va commencer à être un peu court, ce qui nous arrive parfois sur ces longs formats. C'est les contraintes techniques. Donc je pense que voilà, nous avons encore, d'après ce que je vois, 10 petites minutes. Okay. Si tu as un sujet à aborder. Oui, j'en ai plein. Et je sais. Ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Ça ne fait que commencer. Bon, alors je vais essayer de conclure en 10 minutes. Puis si j'y arrive pas... On refera un prochain épisode. Voilà. De quoi j'ai pas parlé ? On a commencé à parler un peu politique en abordant ce sujet du statut et des conditions de vie des artistes-auteurs. Ouais, et puis je te disais tout à l'heure que les artistes étaient assez peu engagés politiquement. Parce que, en grande partie à cause de ce statut de propriétaire. Ils ne se vivent pas comme des travailleurs. Et comme ils sont aussi très liés, historiquement, et même encore aujourd'hui, à la bourgeoisie, puisque ce sont plutôt les bourgeois qui achètent des œuvres d'art. Les artistes, même quand ils sont pauvres, très pauvres, font bloc avec la bourgeoisie. C'est ce qu'on appelle le bloc bourgeois. Et voilà, il y a ils défendent les intérêts. Les artistes, pour la plupart, et depuis toujours, ont défendu les intérêts de la bourgeoisie. Parce que c'est... Ils défendent leurs clients. Bah oui, ils défendent leurs clients, ils défendent... ils vont pas mordre la main de ceux qui les nourrissent.
Et donc je crois que c'est important d'avoir cette réflexion sur le public et le privé dans la culture. Et je crois que c'est important que l'État et les collectivités ne cèdent pas le terrain au privé, ne mettent pas la culture complètement aux mains de la bourgeoisie, parce que la culture, c'est un service public. Et que les artistes sont des citoyens comme les autres, et qu'il faut les protéger. Et voilà, et ce sont des travailleurs. Et moi, je me suis aperçue de ça, tu vois, assez récemment. Il y a le 17 novembre 2018, il y a des gens qui sont descendus dans la rue, en France, et notamment au bord des ronds-points. Et à ce moment-là, moi, je ne m'étais pas tellement intéressée à ce sujet, l'histoire de l'augmentation du prix de l'essence. Bon, voilà, moi, mes frais de déplacement, ça rentre en frais professionnels. Bon, voilà, je ne me posais pas trop de questions par rapport à ça. Et puis, c'est devenu un sujet d'actualité parce que les médias en ont vachement parlé de ce mouvement du gilet jaune qui... voilà. Couleur que tu aimes beaucoup, d'ailleurs. Voilà. Et j'ai vu autour de moi, sur les réseaux sociaux, et autour de moi, mes amis artistes, qui avaient beaucoup de mépris pour ce truc qui arrivait. Hein. Et beaucoup de défiance, beaucoup de méfiance. Et moi, je me suis dit, instinctivement, justement, comme ma famille artistique considère que c'est pas un endroit où on doit être, moi j'ai eu la curiosité d'y aller. Et donc le 17 novembre, j'ai mis un gilet jaune et je suis allée au rond-point de Bagnères, là, au rond-point de Pouzac. On n'était pas très nombreux, on devait être une cinquantaine, je crois. Et à la fin de la journée, je me suis aperçue que j'étais devenue une gilet jaune. Et puis au fur et à mesure des semaines... Tu as redécouvert le collectif. C'est peut-être là aussi où tu l'as redécouvert. Ouais. Bon, je le connaissais déjà un peu parce que voilà, j'avais travaillé dans le socio-éducatif, mais là, il se passait quelque chose quand même. Il se passait quand même un truc historique. Il y avait un air de révolution. Il y avait une envie de révolution. Voilà. Et voilà, et quand le peuple descend dans la rue, avec cette atmosphère de révolution, je pense que c'est important de regarder ça et d'en être, et de l'écouter. Et je me suis aperçue, au fur et à mesure des semaines et des mois, en militant dans ce mouvement Gilets jaunes, que, en tant qu'artiste, je ne faisais pas partie du bloc bourgeois. Et c'est pour ça que je suis gilet jaune. Et en janvier, début janvier, j'ai écrit un texte, une tribune, qui a été publiée dans le journal d'Humanité, où j'appelais les artistes-auteurs de France à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Et cette tribune a recueilli, je crois que c'était 4000 signatures. Et puis derrière, plus rien.
les artistes ont été assez peu présents. On est quelques-uns hein, quand même. Hein. Voilà, sur l'ensemble des intermittents du spectacle et des artistes-auteurs, ce qui fait quand même pas mal de monde en France, les artistes ont été assez peu présents dans ce mouvement social. Mais tu veux dire c'est un égoïsme, hein, c'est un individualisme forcené, c'est le fruit du mépris aussi peut-être. J'entends par là que si on ne s'occupe pas bien de moi, pourquoi je m'occuperai des autres ? Je crois que c'est plus une histoire une difficulté d'identification. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les artistes sont du côté de la bourgeoisie et pas du côté du peuple.